Bonjour et bienvenue dans Croissance Intégrale, le podcast de Dreamwild dédié à toutes celles qui veulent grandir et s'épanouir en tant que femmes, entrepreneurs et leaders du monde de demain. Je suis Aurélie Letellier, coach professionnel certifié et consultante en stratégie marketing et d'entreprise, fondatrice de Dreamwild Personal and Business Development. Depuis plus de 10 ans, j'accompagne les femmes entrepreneurs à bâtir des entreprises vivantes, durables et profondément alignées avec leur identité et leurs valeurs. Parce que je suis totalement convaincue qu'une entreprise ne peut jamais grandir au-delà des limites de sa leader, j'ai créé ce podcast pour partager avec vous les liens entre développement personnel et croissance entrepreneuriale et ainsi vous permettre de trouver votre propre alignement entre sens, réussite et épanouissement dans votre vie. Alors, si vous aspirez à faire évoluer votre activité entrepreneuriale en lien avec le vivant tout en avançant sur votre chemin de croissance personnelle et de vie, vous êtes au bon endroit. Bienvenue et bonne écoute. Bienvenue dans cet épisode du podcast Croissance Intégrale. Donc aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est récurrent dans l'accompagnement des femmes entrepreneurs du vivant. Et ce sujet est celui des métiers passion. Et la question de c'est quoi le principal problème que posent les métiers passion et bien sûr, comment résoudre ce problème-là. Depuis 10 ans, j'accompagne des femmes qui sont totalement passionnées par ce qu'elles sont. C'est également mon cas, on en parlera. Et ce que j'ai constaté, c'est que exercer ce qu'on appelle habituellement un métier passion, eh bien, ça pose un certain nombre de problèmes et particulièrement un problème majeur dont on va parler aujourd'hui. Donc, ce qu'on va aborder dans ce podcast, eh bien, c'est le principal problème des métiers passion et particulièrement pour les femmes entrepreneurs. On va aborder aussi l'avantage d'avoir un métier passion, d'exercer un métier passion. On va commencer par là parce qu'il y a plein d'avantages, heureusement, il y a plein de choses extrêmement positives. Et ensuite, on va aborder le problème principal et les problèmes qui en découlent, que ça pose d'exercer son métier passion. Un métier qui a été choisi parce qu'il a du sens pour nous, parce qu'il contribue à notre épanouissement et à donner du sens à notre vie. Donc on verra voilà, les avantages, les problèmes que cela pose. On regardera un peu plus spécifiquement les particularités pour les femmes entrepreneurs qui exercent avec le vivant, donc avec l'humain, avec les animaux et avec la nature. Et puis enfin, bien sûr, on ira voir ensemble eh bien, quelles sont les solutions pour résoudre ce principal problème. Donc tout de suite, qu'est-ce que j'appelle métier passion? Alors pour moi, un métier passion, eh bien, c'est un métier qu'on a choisi parce qu'il a du sens dans notre vie, parce que il nous nourrit intérieurement, psychiquement, intellectuellement, personnellement, plein d'éléments autour de tout ça. Mais en tout cas, voilà, c'est un métier qui résonne profondément avec qui on est et qui fait que ça donne du sens à notre vie. C'est ma propre définition d'un métier passion. Et avec l'expérience de ces 10 années en tant qu'entrepreneur, qui exerce un métier passion, puisque je suis venue à l'entrepreneuriat, non pas à la base pour l'entrepreneuriat, mais pour mon métier d'accompagnante au départ de conseil en marketing, communication et développement commercial pour les professionnels animaliers. Et ensuite, le coaching est arrivé. Mais voilà, vraiment, à la base, je me suis mise à mon compte parce que j'avais envie de faire une activité qui m'intéressait, une activité métier qui m'intéressait et que j'avais envie de le faire de manière indépendante. Mais surtout, voilà, j'avais envie de faire une activité qui m'intéressait et j'avais envie de passer du temps avec des personnes et d'avoir la capacité de choisir les personnes, donc les clientes, les partenaires, les fournisseurs, etc. Et les équipes, bien sûr, avec qui j'avais envie d'être en interaction et surtout d'être sur des sujets qui m'intéressaient et avec des personnes qui m'intéressaient. Donc, tout ça, c'est la notion de métier passion. Les avantages d'exercer un métier passion, eh bien, à mon sens, c'est justement cette notion de sens, c'est-à-dire que chaque matin, quand je pose le pied par terre, je sais pourquoi je me lève, pourquoi en un mot, et pourquoi, en direction de quoi, ce que je fais, les sujets sur lesquels j'interviens, les personnes que je côtoie encore une fois, et tout ce qu'on échange et tout ce qu'on travaille d'un point de vue métier, d'un point de vue expertise, au niveau de la psychologie humaine, au niveau du développement de soi, de la connaissance de soi, des relations, au niveau du rapport à l'argent, au niveau du rapport à l'entreprise, etc. Bref, vous l'aurez compris, ça c'est les 4 piliers de croissance intégrale. Bref, en tout cas, tous les sujets que j'aborde chaque jour, à chaque instant, dans ma casquette métier, me passionnent, me nourrissent, me font grandir, etc. Et l'avantage d'un métier passion, eh bien justement, c'est ça, et de mon analyse, de ma vision aujourd'hui, c'est pour ça qu'on va vers un métier passion, c'est parce que intuitivement, instinctivement, à l'intérieur de nous, on sent qu'il
fait sens dans notre chemin de vie et qu'il va venir nourrir notre besoin de croissance, notre besoin d'évolution, même si des fois c'est à travers des challenges, des choses pas forcément confortables, etc. Ça vient aussi potentiellement nous faire marcher un chemin de soins, de transcendance quand on a des traumas, quand on a des histoires de vie compliquées. Voilà, bref, un métier passion, c'est un métier où le cœur du sujet sur lequel on passe notre temps dans la journée, eh bien ça fait sens pour nous psychiquement, etc. Donc l'avantage de ça, donc, c'est que ça amène du sens, je l'ai dit plusieurs fois maintenant, eh bien c'est des métiers dans lesquels en général on est très engagé, c'est des métiers dans lesquels on est en croissance, on est en développement et du coup on est connecté à ce que j'appelle notre force vitale, on est vraiment sur une question de sens, de vie, de survie entre guillemets au sens, voilà, c'est si je fais pas ça, je vois pas pourquoi je me lèverai le matin, il n'y a rien d'autre qui donne du sens à ma vie. Donc, bah, il y a une implication, il y a un engagement, il y a une énergie qui se dégage de ça, de ce chemin, et du fait d'être dans son métier passion, qui est absolument phénoménal. Et j'ai coutume de dire, c'est cette énergie vitale, cette force vitale qui nous rend capable de déplacer des montagnes. Mais ça pose aussi des problèmes, on va le voir juste après. Donc voilà, donc ça amène de la résilience, ça amène de la persévérance, et ça, c'est des éléments extrêmement clés, en tout cas c'est mon avis, c'est des éléments clés dans la vie, c'est des éléments clés aussi dans l'entrepreneuriat, mais on va en parler après, ça peut être vraiment à double tranchant, particulièrement pour les femmes qui exercent en lien avec le monde du vivant, parce que la résilience, la persévérance, c'est absolument essentiel, c'est absolument vital, j'en suis convaincue, dans la vie et dans l'entrepreneuriat, mais ça peut aussi avoir un effet boomerang. Disons que c'est à la fois une force, une puissance, mais ça peut devenir vraiment délétère, voire dangereux. On va en parler juste après. Mais en tout cas, être dans un métier passion, dans quelque chose qui fait tellement sens pour notre vie, eh bien, ça nous donne une force, une énergie, des capacités, etc., qui sont phénoménales. Et je le vois jour après jour, après jour, après jour, après mois, après année, auprès de toutes ces femmes entrepreneurs, historiquement du monde du cheval et aujourd'hui du monde du vivant, que je côtoie chaque jour, chaque année, qui déploient voilà, une force de vie absolument phénoménalement extraordinaire, c'est une certitude. Donc ça, c'est très, très, très puissant. C'est aussi ce qui me passionne d'être au contact de personnes comme ça, parce qu'on est vraiment en lien, en connexion avec la vie. Et il y a voilà, cette phrase qui dit que suivre sa passion, c'est souvent ce qui permet de tenir dans la durée, à condition de ne pas s'y perdre. Et on va voir justement les problèmes maintenant que pose le fait d'exercer un métier passion. En tout cas, ce que je constate là aussi au fil des années d'accompagnement de toutes ces femmes entrepreneurs, c'est que à la fois être autant connecté à son sens, être autant connecté à des choses qui sont voilà, non négociable pour nous, c'est-à-dire si je fais pas ça, je vois pas ce que je ferai d'autre. Hein. C'est vraiment, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes, notamment dans le monde du cheval, qui me disaient, mais voilà, certaines sont allées directement avec les chevaux depuis l'adolescence, l'âge de jeune adulte, soit certaines ont suivi un autre chemin, ont peut-être été faire des études, ont pris des jobs corporate, etc. Ça dépend chacune de sa trajectoire, mais quelque chose à un moment les a ramenées aux chevaux ou aux animaux ou au monde du vivant. Ça a été mon cas aussi. J'étais passionnée par les animaux depuis toute petite et tout ce que je voulais, c'était travailler en lien avec les animaux. Et j'ai fait une trajectoire d'études, de bac+5, de master en commerce international. J'ai travaillé à l'étranger. J'ai eu différents jobs dans différents contextes. Mais à chaque fois, je cherchais à revenir vers les animaux, vers cet univers-là. Aujourd'hui, avec le recul, maintenant, je comprends pourquoi. Je sais quelle place et quel sens, justement, ça avait dans ma vie, maintenant, avec toutes ces années de recul. Et c'est pour ça que, aussi, des fois, l'entourage ne comprend pas. En tout cas, c'est ce que me confient, ce que me partagent beaucoup de femmes entrepreneurs qui continuent, persévèrent dans le monde du cheval, dans le monde animalier, dans le monde du vivant, ou de l'accompagnement de l'humain, etc., ou dans le monde de la nature, dans le monde agricole, etc., et que l'entourage dit, mais je comprends pas pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais pas autre chose, dans de meilleures conditions, de confort, etc., etc. Mais les personnes à l'intérieur d'elles-mêmes sentent que non, en fait, leur voie, leur chemin, il est là. Et même si cognitivement, rationnellement, il y a des choses qui pourraient faire sens autrement, eh bien, à l'intérieur, ça ne marche pas et elles ne se sentent pas de faire autre chose que ce métier, cette activité, passion. Donc voilà, les avantages c'est ça. Par contre, le problème, eh bien, c'est que quand on va exercer un métier passion avant tout pour le métier, le cœur du sujet, comme on disait, quelle que soit l'activité, et que on décide de le faire de manière indépendante à son compte, donc du coup de manière entrepreneuriale, eh bien, ce qui pose les principaux et le principal problème, c'est que les personnes vont vers l'entrepreneuriat, encore une fois, non pas
par attrait de l'entrepreneuriat, mais par attrait du sujet, du métier, ce que j'appelle donc la casquette métier, hein, le sujet d'expertise, que ce soit de la formation, de l'accompagnement, de l'enseignement, de la thérapie, du coaching ou d'autres activités comme de l'élevage, de la production agricole, voilà, tout ce qui est lié à l'humain, aux animaux, à la nature. Donc les personnes, pour pouvoir exercer cette activité-là et l'exercer dans les conditions qui leur correspondent le mieux, avec le plus de liberté possible, avec le plus de latitude possible, avec le plus de sécurité émotionnelle, psychique, relationnelle, etc. En tout cas dans leur cadre au moment où elles le font, eh bien ces personnes se disent ok, bah, je vais le faire à mon compte, je vais le faire en tant qu'indépendante parce que comme ça je gérerai mon temps, je choisirai mes équipes, etc., etc. Sauf que du coup le focus il est vraiment sur la casquette, ce que j'appelle métier, expertise. Et beaucoup de femmes notamment vont se former, faire X et X et X formations métiers et mettre beaucoup d'investissement, de temps, d'énergie, d'argent, etc. sur se former, se développer, se perfectionner sur ces casquettes métiers, expertise, aussi par peur, par syndrome de l'imposteur, peur de se sentir non légitime, peur de la critique, peur du rejet, peur qu'on leur renvoie que elles ne sont pas assez, elles ne savent pas, etc., etc. Bon, beaucoup de sujets autour de ça. Bref, donc elles investissent énormément cette casquette métier qui est le cœur du pourquoi et de pourquoi elles ont ce chemin de vie et de pourquoi du coup elles font cette activité. Mais du coup la partie entrepreneuriale en elle-même est là d'une certaine façon un peu comme un invité indésirable, je vais le dire comme ça, parce que c'est ce que vraiment j'ai constaté au fil de toutes ces années, des femmes que j'ai accompagnées et qu'on accompagne dans Dreamwild, qui arrivent dans Dreamwild et qui en gros disent bah voilà, moi je sais faire mon métier, donc enseignante, formatrice, praticienne de soins, thérapeute, éleveuse, comme je disais, agricultrice, je sais faire mon métier, j'adore mon métier. Mais alors par contre, tout ce qui concerne gérer mon entreprise, là c'est une autre histoire. Et ça peut être sur plein de sujets. Ça peut être autour de trouver les clients, le fait de vendre et le fameux se vendre. Ça peut être beaucoup aussi autour de gérer le sujet des chiffres, s'occuper des chiffres. Donc ce qu'on appelle les chiffres, c'est-à-dire vraiment le pilotage économique, financier et la gestion économique financière de son entreprise. Il y a tous les sujets autour de recruter, déléguer, donc monter une équipe, etc., etc. Et puis plus largement le fait de se positionner par rapport à d'autres personnes, que ce soit vis-à-vis de son équipe, de ses partenaires, des experts comme le cabinet d'expertise comptable, comme les administrations, comme voilà. Bref, ces femmes en fait sont passionnées / obnubilées, et je dis pas ça négativement hein, parce que je l'ai été et je suis en empathie totale pour celles qui se sentent dans cette situation-là, mais voilà, sont un peu obsessionnelles de la partie métier, du sujet métier, mais n'ont soit pas eu conscience au départ, et c'est normal, et même quand elles ont commencé à le constater, n'ont pas voulu vraiment voir, ouvrir les yeux et accepter et intégrer que quand elles ont passé la commande sur Amazon pour faire leur métier passion, eh bien, dans le colis, il y avait un autre colis qui a été livré, qu'elles n'avaient pas consciemment commandé. Il y avait la casquette métier qui a été livrée, mais dans le colis, il y avait une deuxième casquette qui a été livrée, qui faisait pas partie de leur commande consciente, qui est cette casquette d'entrepreneur, de chef d'entreprise, et tout ce qu'elle implique, tout ce qu'elle nécessite pour que la casquette métier puisse exister, s'épanouir et se pérenniser, et que ça soit fait d'une manière qui soit voilà, viable, pérenne, épanouissante pour la femme, l'entrepreneur, la dirigeante. Enfin, disons, pour plutôt la femme, l'experte métier. Mais à partir du moment où on veut l'exercer en tant qu'indépendante, à son compte, eh bien, il y a cette deuxième casquette d'entrepreneur, de chef d'entreprise qui arrive. Et là, eh bien, il y a souvent vraiment un gros problème autour de ça pour beaucoup de femmes entrepreneurs du monde du vivant que je côtoie et avec lesquelles je suis en contact. Et avant de venir faire un focus un peu plus précis sur pourquoi particulièrement c'est à mes yeux et à mon sens très exacerbé, notamment dans le monde du vivant. Alors chez les femmes, ça j'en ai déjà un petit peu parlé dans l'épisode de podcast précédent, j'en ai voilà les besoins des femmes, etc. On a une masterclass aussi dans Dreamwild qui explique les différences entre les besoins de l'énergie féminine, les besoins de l'énergie masculine, donc il y a pas mal de choses autour de ça. Là tout de suite je vais pas me focaliser sur cet aspect féminin parce qu'on le traite ailleurs et je le traiterai dans d'autres podcasts, mais je vais donner quelques précisions supplémentaires. Pourquoi autour du monde du vivant
c'est particulièrement exacerbé cette difficulté, à mon avis, d'accepter, de porter en fait cette casquette d'entrepreneur en parallèle de sa casquette métier. Donc je vais en parler juste après. Juste avant, je voulais faire un petit partage de ma propre expérience dans mon parcours d'études et dans mon parcours de perspective professionnelle. Donc dans les études, j'ai fait un bac littéraire, ensuite j'ai fait un peu de tests autour du monde du droit. Et puis très rapidement, je me suis réorientée parce que la partie du droit, ça me convenait pas. Enfin, bref, moi je voulais être avocate pour défendre les droits des animaux. Et à l'époque, on était en 2003, 2004. Et quand je disais ça, on me regardait avec des yeux, comme vous imaginez même pas, en disant mais qu'est-ce que c'est ça? Ça n'existe pas les droits des animaux. Alors c'est pas tout à fait vrai. Il y avait déjà des choses, mais bref, j'ai bien compris que, enfin, j'étais encore beaucoup trop en avance. J'étais beaucoup trop précurseur et visionnaire, comme toujours. Hein, c'est un peu l'histoire de ma vie. Et puis surtout, voilà, bref, le droit, comme c'était proposé en prépa, enfin bon, bref, voilà. Donc je me suis réorientée, tout ça pour dire que au départ de ma scolarité supérieure, d'études supérieures, j'ai fait un DUG de langue étrangère appliquée. Et dans ma deuxième année de DUG à l'université, j'ai rencontré un professeur qui enseignait la matière de l'anglais des affaires, Business English. Et du coup, ce professeur, contrairement à la majorité des autres profs que j'avais dans ma fac française, avait vécu aux États-Unis, connaissait très bien la culture américaine, le business américain, etc. Et j'avais bien accroché avec ce professeur. Et à un moment, j'échange avec lui et je lui parle de mes aspirations professionnelles. Et donc, à l'époque, j'étais toujours avec les animaux. Hein. Mon truc, c'était les animaux. Moi, en gros, je voulais sauver les animaux de la terre, d'accord? Les humains, c'était vraiment pas mon truc. Et je voulais vouer ma vie à sauver les animaux sur cette planète. Et donc, il était très clair pour moi que dans ma trajectoire professionnelle, je voulais travailler pour des ONG type WWF, One Voice, etc., etc. C'était vraiment ça qui m'animait, qui m'attirait. Et donc, dans cette deuxième année de DUG, je réfléchissais à la suite de mon parcours d'études et je discute avec ce professeur qui a été, mais vraiment, il a changé ma trajectoire de vie hein, et je le remercierai jamais assez, Monsieur Vidalin qui s'appelait. Et ce professeur me dit, mais tu sais, si ce à quoi tu aspires, c'est de contribuer au monde animalier et de travailler pour des ONG, il m'a dit, écoute, ne fais pas ce que font la majorité des personnes, mais qui est, alors c'est pas que c'est une erreur, mais il me dit, ce qu'il faut que tu te rendes compte, ce qu'il faut que tu saches, c'est que les ONG, les associations, etc., en fait, dans le monde dans lequel on vit, elles ont fondamentalement, globalement, enfin bon, je vais pas rentrer trop dans les détails là-dessus, mais globalement, elles ont besoin de fonctionner pour toute une part comme des entreprises. Parce que c'est le monde dans lequel on vit, c'est le monde capitaliste, je vais pas m'étendre là-dessus, on pourrait en parler pendant des heures, mais voilà, une ONG, une association, même si frontalement elle est à but non lucratif et qu'elle n'a pas forcément des clients, eh bien il faut quand même qu'elle fonctionne, il faut quand même qu'elle paye des équipes, il faut quand même que structurellement elle fonctionne avec des enjeux économiques, donc elle va pas chercher des clients, mais il faut qu'elle aille chercher des mécènes, etc., etc. Bref, et donc il commence à m'éveiller sur le fait que, eh bien, si je voulais contribuer, même dans un environnement, dans un univers soi-disant non lucratif, eh bien, il y a quand même des fonctionnements qui sont, pour toute une part, qui ne peuvent pas échapper, en fait, aux règles de la société et du monde dans lequel on vit. Après, on est d'accord ou on n'est pas d'accord avec ce monde, ça c'est encore un autre sujet, mais à un moment, voilà, David contre Goliath, Don Quichotte contre les moulins à vent. Moi, pendant longtemps, j'ai essayé de me battre contre le système. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je pense que la voie, c'est plus ce que j'appelle un pied dedans, un pied dehors. D'être à la fois en interfaçage avec le système et en permanence en restant en connexion avec soi, avec ses valeurs, avec sa vision du monde et de en permanence chercher la voie du milieu, l'équilibre ou l'harmonie plus exactement. On en parlera après, je vais recentrer là. Mais ce que je veux dire, c'est que ce professeur d'anglais des affaires m'a dit, voilà, le conseil qu'il m'a donné, il m'a dit, mais tu sais, si vraiment tu veux contribuer auprès des ONG, le problème qu'elles rencontrent, c'est qu'elles ont énormément de personnes qui viennent voilà, postuler, qui veulent intégrer les ONG, qui sont des personnes pleines de bonne volonté, qui sont impliquées, engagées, qui sont prêtes vraiment voilà, à agir, à se mobiliser, etc. Il me dit, mais par contre, elles ont très peu de personnes vraiment qualifiées qui postulent et qui cherchent à intégrer les ONG. Bon, je la fais courte et un peu schématique. Et il me dit, en fait, les ONG, elles ont besoin de personnes
qui savent comment fonctionne le système, qui savent et qui vont vraiment pouvoir avoir des compétences et apporter de la valeur dans leur fonctionnement. Tout ça pour dire qu'en gros, son conseil a été de me dire, il m'a dit, mais si tu veux à terme travailler dans les ONG, eh bien, moi, je te conseille d'abord d'aller faire une école de commerce, d'aller apprendre le business, comment ça fonctionne, les règles, les principes, les stratégies, etc. Et il me dit, parce que en faisant ça, eh bien, du coup, quand tu vas vouloir intégrer une ONG, eh bien, tu auras beaucoup plus de valeur ajoutée à apporter à ces structures, à ces organisations, que les personnes qui viennent avec la meilleure volonté du monde, encore une fois, beaucoup d'engagement, beaucoup de mobilisation, etc., mais qui n'ont pas les connaissances, les compétences, l'expertise de, encore une fois, comment fonctionne le monde économique, comment ça fonctionne de structurer une organisation, comment ça fonctionne pour produire de la valeur. On en a parlé ça dans l'épisode précédent, l'épisode 1, la notion de valeur ajoutée, etc., etc. Bref, il m'a donné ce conseil et c'est un des meilleurs conseils que j'ai eu dans ma vie. Alors c'est pas le seul, hein, il y en a eu plein d'autres, mais celui-là a été marquant, celui-là a marqué vraiment une étape, un tournant, parce que ben, j'ai écouté ce qu'il m'a dit, ça a fait sens et j'ai fait exactement ce qu'il m'a dit. Et donc, bon, je passe vite, mais entre-temps, je suis partie aux États-Unis justement découvrir le monde du business, du marketing, etc., etc. Pendant mon année de licence, juste après, j'ai cherché à partir à l'étranger. Et ensuite, l'année d'après, eh bien, je suis rentrée en Europe et j'ai trouvé un master en commerce international dans une école de commerce à Grenoble en anglais avec que des étudiants internationaux. Et je suis allée apprendre, comprendre tout ce système, encore une fois, de fonctionnement économique, sociétal et donc entrepreneurial. Bref, tout ça pour illustrer cette notion de on peut avoir la meilleure intention du monde, on peut être vraiment très engagé, très mobilisé sur le fond, sur les sujets de fond, encore une fois, que ce soit autour de l'humain, de l'animal, de la nature, etc., dans le monde du vivant. Et faut pas oublier que on vit dans un certain monde, on vit dans une certaine société qui a des règles, qui a des principes de fonctionnement, et qu'à un moment, on peut pas, enfin, c'est la conclusion à laquelle j'en arrive aujourd'hui, vouloir faire complètement sans le système. Alors certaines personnes le font et c'est ok, et il y a, enfin chacune le choisit, mais moi personnellement, je me suis rendu compte que voilà, élever des chèvres dans le Larzac, dans un habitat nomade, personnellement, ça correspondait pas à mes aspirations de vie, mais je respecte totalement les personnes qui y arrivent et qui le font. Et tout ça pour dire que ça m'a demandé, pour pouvoir exercer le cœur de la casquette métier de ce qui m'animait, au départ auprès des animaux, et puis ensuite les choses ont évolué et je suis vraiment allée vers les humains, mais pour pouvoir exercer ça, eh bien ça nécessitait d'aller chercher des connaissances, des compétences, de l'expertise, de l'expérience sur d'autres éléments pour pouvoir faire vivre ce cœur de métier, ce cœur de passion, ce cœur d'activité. Et du coup, ça m'amène en fait à vous partager cet élément qui, je pense, est absolument clé, qui est absolument essentiel sur pourquoi il y a tellement de femmes entrepreneurs, et particulièrement dans le monde du vivant, qui, d'une manière ou d'une autre, expriment ou ressentent, même si elles ne l'expriment pas, cette phrase que je synthétiserai par pourquoi est-ce que mon activité me fatigue tellement alors que je fais ce que j'aime? Voilà, il y a beaucoup de femmes qui sont en souffrance dans le monde du vivant, hein. C'est encore une fois, nous on les côtoie tous les jours dans Dreamwild. Elles arrivent, elles sont épuisées physiquement, elles sont épuisées psychiquement. Des fois, elles sont en perte de sens. Et eh bien, il y a des explications à ça. Il y a des raisons à ça, on les connaît très bien maintenant. Eh bien, une des principales raisons, c'est vraiment cette notion qu'elles sont, sans s'en rendre compte, très 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 focalisées sur la casquette métier. La casquette métier prend toute la place, leur temps, leur énergie, leur attention, et ce qu'elles travaillent, c'est principalement sur la casquette métier, et la casquette que j'appelle la casquette entrepreneuriale est beaucoup moins investi, c'est le cas de le dire, beaucoup moins incarné, voire des fois presque pas ou pas du tout. Et c'est ça en fait qui est la source de tellement de problématiques, et bien par exemple de manque de rentabilité de l'activité, et donc bah, le fait de vivre dans des situations plutôt précaires matériellement, dans des situations de survie économique, etc. Et où voilà, le fait d'être épuisé physiquement parce que bah, les personnes portent tout, y compris des tâches épuisantes physiques, font des heures à rallonge, etc., etc., parce qu'elles ont peur de recruter, de déléguer, parce que ça veut dire s'interfacer avec d'autres personnes émotionnellement et que c'est très compliqué, le lien, la relation à l'humain, par exemple. Voilà, bref, tout ça pour dire que le coût pour faire exister leur métier passion, leur sujet de vocation, quand il n'y a pas la connexion, le lien et la conscience, la compétence et le fait d'incarner
vraiment la casquette entrepreneuriale, la posture d'entrepreneur, la posture de dirigeante, puis la posture de leader, eh bien ça a un coût énorme pour ces femmes au niveau de leur santé et de leur bien-être physique, émotionnel et psychique. Et c'est aussi, je voulais partager aussi pour celles qui n'ont pas forcément encore lancé leur activité, parce qu'on a aussi déjà accompagné, et on accompagne dans Dreamwild un certain nombre de personnes qui sont en démarrage ou qui aspirent à lancer une activité, en tout cas qui ont un projet et qui sont en train de se mettre en action sur un projet. Et c'est aussi là que souvent les personnes nous disent, bah voilà, je veux me lancer dans ce métier passion, mais j'ai peur. Et le j'ai peur, alors il y a plein de choses autour de la peur, hein. Il y a le fait que c'est inconnu, que c'est la première fois, enfin il y a plein de choses. Mais dans ce j'ai peur, avec l'expérience, ce que j'en ai déduit, c'est qu'il y a aussi cette notion où ces femmes intuitivement sentent à l'intérieur qu'il y a des manquements. Et quand je dis qu'il y a des manquements, c'est pas qu'elles sont pas capables, qu'elles n'ont pas la valeur, etc. Mais c'est que intuitivement, elles sentent qu'il y a des choses nécessaires, c'est pas forcément conscient, mais elles sentent que, enfin, elles la sentent en fait, cette casquette entrepreneuriale dont je parlais tout à l'heure, qui va être livrée dans le colis. Elles sentent en tout cas qu'il y a quelque chose, mais par contre, elles ne le voient pas clairement, elles ne comprennent pas exactement de quoi il s'agit. Et donc, intuitivement, la peur est ressentie parce que la peur vient leur dire, hop, 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 attention, il y a des zones aveugles, il y a des zones là dont il va falloir que tu assumes en fait. Et sauf que, eh bien, comme elles ne savent pas, comprennent pas, elles n'ont pas l'éducation, elles n'ont pas les connaissances, elles n'ont pas les compétences, elles n'ont pas l'accompagnement pour ça, eh bien, intuitivement, elles sentent qu'il y a une zone de danger, mais elles ne savent pas quoi en faire, elles ne savent pas comment la gérer, comment la sécuriser. Et pour moi, c'est ça la source de beaucoup de situations des femmes qui veulent se lancer, qui veulent démarrer ou qui veulent vraiment amplifier une activité. Et en fait, c'est que intuitivement, elles n'ont pas l'explication de texte, mais intuitivement, elles sentent ce manque autour de ce que j'appelle cette casquette entrepreneuriale. Je profite ici de rappeler une phrase très importante, je l'ai abordée aussi dans le précédent épisode, mais rapidement, là je veux aussi redire parce que c'est très 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 important et je veux passer ce message encore une fois après 10 ans de mon propre chemin entrepreneurial et 10 ans d'accompagnement auprès des femmes entrepreneurs du vivant. Je veux rappeler qu'une activité entrepreneuriale qui ne vous permet pas de vivre dans de bonnes conditions, donc quand je dis de bonnes conditions, c'est en fonction de vous, hein, votre niveau de besoin, mais votre niveau de vie, pas votre niveau de survie. Mais voilà, une activité qui vous permet pas de vivre dans de bonnes conditions, eh bien, ce n'est pas une entreprise, c'est un hobby. Et c'est là pour moi vraiment la clé, la charnière entre cette notion de métier-passion et là où, de mon analyse aujourd'hui, voilà, il y a ce côté assez décrié, entre guillemets, où cette notion de manque de confiance d'une certaine façon dans le fait d'exercer un métier passion, eh bien pour moi il est vraiment lié à cette distinction de ces deux casquettes et le manque autour de la casquette entrepreneuriale et que en effet par contre exercer un métier passion en étant uniquement dans sa casquette métier, dans sa casquette expertise, encore une fois quel que soit le cœur d'activité, sans s'occuper, prendre en compte, incarner la casquette entrepreneuriale, eh bien ça amène les personnes en effet à se retrouver dans des situations où elles n'ont pas une entreprise, une activité entrepreneuriale au service de leur vie, mais elles ont un hobby qui du coup ne leur permet pas de vivre dans des conditions de vie et non de survie dans le système, dans la société, etc. Voilà, du coup, si je partage quelques éléments complémentaires par rapport à ça, de mon expérience, de mon analyse aujourd'hui, en fait, notamment l'épuisement. Encore une fois, l'épuisement, il peut être physique, émotionnel et ou psychique, mais l'épuisement que ressentent beaucoup d'entrepreneurs, particulièrement de femmes entrepreneurs et notamment dans le monde du vivant, eh bien, il vient pas, en fait, du métier en lui-même, il vient pas du cœur de métier, du cœur d'activité, même si, voilà, travailler dehors, travailler au contact du vivant, au contact de la nature, eh bien, c'est sollicitant physiquement, c'est mobilisant, etc. Mais il y a des solutions, il existe des solutions pour améliorer les conditions de vie, de travail, etc. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une structure entrepreneuriale qui soit au service de cette activité et pas à l'inverse, et pas que la femme entrepreneur se sacrifie physiquement, émotionnellement, psychiquement pour faire vivre l'activité, pour faire vivre son métier passion, pour faire vivre ses animaux ou son exploitation agricole, etc. Donc l'épuisement, il vient pas du métier passion, il vient de décisions qui sont subies,
il vient de l'insécurité financière, il vient de la charge mentale permanente, il vient de la solitude entrepreneuriale, parce que du coup, il y a beaucoup d'incompréhension autour de ça. Les femmes qui exercent un métier passion sont souvent assez incomprises par l'entourage qui dit mais pourquoi tu t'embêtes avec ça? Mais pourquoi tu vas pas reprendre un job? Mais pourquoi tu redeviens pas ou tu deviens pas salarié? Ça serait plus simple, tu serais dans de meilleures conditions, etc. Mais ces personnes-là ne sentent pas, ne comprennent pas qu'à l'intérieur, c'est juste pas possible. Parce que si elles font ça, elles perdent toute leur raison de vivre, d'être, tout le sens de leur chemin de vie. Donc, en synthèse, c'est vraiment cette notion de le problème, il est quand l'activité devient un hobby exigeant au lieu d'une entreprise soutenante. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment le cœur de message que je veux partager dans cet épisode de podcast. Je veux faire ici maintenant, donc on a vu voilà les avantages des métiers passion et combien en fait c'est vital et c'est essentiel, en tout cas c'est ma conviction dans la vie pour voilà vivre une vie épanouissante, heureuse, parce qu'une vie qui a du sens, une vie qui nous permet de grandir, d'être en croissance. En anglais on dit happiness is progress, donc le bonheur c'est le progrès, c'est la croissance. Et ça j'en suis convaincue. Quand on est en croissance, on est en développement et donc on est heureux, on est en action, on découvre de nouvelles choses, on se nourrit, on grandit. Tout ce qui est en vie est en croissance. Hein, ça, je l'ai déjà répété de nombreuses fois dans Dreamwell. Tout ce qui est en vie est en croissance. Vous, les femmes entrepreneurs du vivant, vous le savez encore mieux que moi. Vous êtes au contact de la vie, de la nature, des animaux, du vivant toute la journée. Tout organisme qui est en vie est en train de grandir, est en train de croître à des phases, à des paliers, à des intensités différentes en fonction des moments, des saisons, des cycles et des stades de vie. Mais tout ce qui est en vie est en croissance. Et quand un organisme commence à arrêter de croître, eh bien, il commence à mourir. Eh bien, c'est exactement pareil pour nous en tant que femmes, en tant que femmes entrepreneurs. Et exercer une activité passion, exercer un métier passion, eh bien, c'est une manière pour nous d'être en croissance sur ce qui est essentiel dans nos vies et ce qui a du sens. Donc voilà, et je veux faire maintenant un focus. Donc on a vu, voilà, je disais les avantages des métiers passion. Le gros problème d'exercer un métier passion uniquement en étant dans sa casquette métier sans avoir pris conscience, pris la mesure, pris l'importance et vraiment décider d'agir en fait et passer à l'action sur le sujet de la casquette entrepreneuriale. Et là, je veux faire un focus vraiment spécifique sur pourquoi ça touche particulièrement, à mon avis, dans mon analyse, les femmes entrepreneurs du monde du vivant. Quelles sont les spécificités qui fait que cette difficulté-là, cette problématique-là, elle est particulièrement exacerbée chez les femmes entrepreneurs du monde du vivant? Eh bien, pour moi, je l'explique par le fait que la vocation d'une entreprise, ça c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est vous regardez les définitions sur Internet. La raison d'être d'une entreprise, c'est de créer de la valeur ajoutée. Ça j'en ai parlé dans l'épisode précédent, dans l'épisode 1. C'est le fait d'apporter une valeur ajoutée à un problème, apporter une solution en créant de la valeur ajoutée. Sauf que, ce que j'ai pas détaillé dans le précédent épisode, c'est que pour créer cette valeur ajoutée, en fait, qu'est-ce qui est incontournable? Comment on crée de la valeur ajoutée? Créer de la valeur ajoutée, ça découle toujours du fait d'utiliser des ressources. C'est-à-dire, on prend soit des matières premières quand il y a de la création de produits physiques, ou même quand c'est du service, ben, des fois il faut quand même un lieu, il faut quand même fournir un certain nombre de choses. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, pour créer de la valeur, eh bien, créer, ça se fait toujours à partir de morceaux de choses déjà existantes, d'accord? La créativité, c'est le fait de combiner de manière unique des choses déjà existantes, des morceaux de choses déjà existantes, et de les combiner d'une manière qui n'a peut-être encore jamais été faite. La combinaison est unique. Voilà. Mais créer, c'est prendre des morceaux de choses existantes et les utiliser pour créer quelque chose, pour générer, pour livrer quelque chose, d'accord? Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour créer de la valeur ajoutée, forcément, on utilise, on mobilise des ressources et on n'est pas loin du mot consacré pour cela et du mot qui est d'ailleurs consacré dans le langage entrepreneurial. En fait, créer de la valeur ajoutée, ça passe par quoi? Ça passe par exploiter des ressources. Exploitation de ressources. C'est pas pour rien que dans la comptabilité d'une entreprise, en tout cas en français, quand on regarde les bilans, les documents comptables, on parle de résultats d'exploitation. Voilà. Donc, faut comprendre que créer de la valeur ajoutée, c'est mobiliser des ressources et c'est exploiter des ressources. Et ces ressources, eh bien, ça peut être la terre, ça peut être des organismes végétaux, ça peut être des animaux. On parle bien de voilà, les exploitations agricoles, d'accord? On parle d'une exploitation agricole. Et donc, bah, une exploitation agricole, c'est exploiter des vaches, des chèvres, etc., etc. Et c'est là, en fait, que le bas commence à blesser, en tout cas de mon analyse aujourd'hui, particulièrement auprès donc, des femmes qui
exercent une activité d'exploitation avec le vivant. C'est la même chose au niveau de l'humain, hein, parce que quand on est dans des métiers d'accompagnement de l'humain, eh bien, on a à cœur, avant tout, en tout cas c'est mon cas, et c'est vraiment moi ce qui m'a guidée dans le développement de Dreamwild, et c'est ce que je constate chez de très nombreuses clientes, c'est que, bah, ayant vécu, je ne vais pas rentrer dans le détail là, j'en parlerai potentiellement à l'occasion d'un autre épisode, mais ayant vécu dans notre parcours de vie, dans notre histoire de vie, dans notre histoire de femme, de petite fille, potentiellement des situations d'abus, alors je mets des très gros guillemets, d'abus, il y a l'abus physique, mais il y a l'abus émotionnel et l'abus psychique, hein, l'abus il n'est pas que physique, mais en tout cas voilà, ayant vécu, et puis ça c'est l'histoire des femmes hein, à travers les siècles, hein, les femmes il n'y a pas si longtemps étaient quand même encore un objet et une propriété de leur mari, hein, on parle même pas d'un siècle, donc il y a quand même un engrammage à mon avis épigénétique chez les femmes en général, et en fonction des lignées, des familles, c'est encore plus exacerbé. Donc les femmes ayant vécu, et en fonction de chacune de nos histoires de vie, potentiellement des situations que je vais appeler avec des gros guillemets d'abus, eh bien, il y a une envie en fait de respect et potentiellement aussi de réparation des êtres vivants, et le fait de le faire pour un autre être vivant, finalement, c'est une manière de se l'apporter à soi sur son propre chemin de croissance et de résilience et de transcendance, etc. Bon, pareil, vaste sujet autour de ça, je ne vais pas rentrer dans le détail là. Mais en tout cas, le sens de ce que je veux dire là, le message que je veux envoyer là, c'est que cette notion d'exploitation, eh bien, elle pose un problème pour plein de raisons que j'ai un petit peu commencé à toucher du doigt ici et qu'on détaillera potentiellement dans un autre épisode. Dites-le moi si ça vous intéresse et mettez-moi un commentaire, mettez-moi un message sous l'épisode et je ferai des épisodes plus détaillés sur ces autres sujets. Donc bref, tout ça pour dire que le sujet de l'exploitation, ça pose un vrai problème à beaucoup de femmes et à beaucoup de femmes qui sont notamment en lien avec le vivant, puisque ce qui les guide au départ, eh bien, c'est justement de respecter le vivant, de respecter la nature, parce qu'elles ont tellement conscience de le bien que ça leur apporte, de l'importance, elles sont voilà très connectées à la nature, très connectées aux animaux, aux chevaux, aux vaches, aux chèvres, aux moutons, aux cochons, aux chiens, aux chats, et connectées à l'humain aussi. Elles cherchent des relations apaisées, sereines, des relations où il y a justement une vraie homéostasie relationnelle, enfin disons où il n'y a pas de dominant-dominé, où il y a pas de relation de pouvoir, etc., etc. Et donc c'est ça qui les guide, c'est cette notion de respect du vivant, presque de respect absolu, sauf que ça vient s'entrechoquer de manière absolument violente et incompréhensible avec la notion d'exploitation. Et pour moi, c'est ça qui crée une grosse partie de la source des difficultés des femmes entrepreneurs, particulièrement dans le monde du vivant. Du coup, c'est pour ça qu'il y a autant de problématiques, de sujets, et c'est pour ça, encore une fois, je m'appuie sur l'expérience qu'on a eue au sein de Dreamwild d'accompagner pendant des années les femmes entrepreneurs du monde du cheval, du monde équestre, et c'est pour ça qu'on voit, à mon avis, hein, dans mon analyse, énormément notamment de structures équestres, mais c'est le cas aussi sur des exploitations agricoles, c'est le cas aussi sur des personnes qui aspirent à créer, par exemple, des lieux ressources. Aujourd'hui, on a vraiment une grande expertise dans Dreamwild pour accompagner les personnes à créer, à développer des lieux ressources en lien avec le vivant, et on va encore plus vraiment se centrer sur l'accompagnement de ces personnes-là, qu'elles aient déjà leur lieu ou qu'elles soient en train de développer leur lieu, ou qu'elles aient un lieu mais qu'elles veulent faire évoluer, puisque c'est ce qu'on a fait avec la majorité de nos femmes entrepreneurs équestres historiquement, qui ont fait évoluer le modèle de leur centre équestre, de leur structure équestre par rapport à l'ancien modèle centre équestre grand public, enfin activité ou tourisme de masse, etc., et qui repositionnent vraiment leur structure, leur lieu, leur foncier avec une activité d'infrastructure et de lien avec justement le vivant, animal, humain, etc., nature, de manière beaucoup plus vertueuse, respectueuse de leurs valeurs, de leur vision, etc. Mais tout ça, ça pose des vraies questions, ça pose des vrais enjeux d'un point de vue notamment économique, gestion. Et la question de fond, en fait, c'est comment je fais pour avoir à la fois une activité qui est vraiment une activité entrepreneuriale, et donc au sens qui est vivante d'un point de vue économique, qui me permet de vivre dans de bonnes conditions, avec voilà, un niveau de revenu, un niveau matériel, etc., et qui est viable et pérenne du point de vue de l'activité, c'est-à-dire que j'ai vraiment une activité entrepreneuriale et pas un hobby, dans lequel je suis obligée d'injecter des fonds, etc., etc. Et comment je fais pour avoir cette activité entrepreneuriale viable, pérenne, épanouissante, mais pour qu'elle soit
et pérenne et épanouissante pour moi en tant que dirigeante. Pérenne, faut qu'elle respecte mes valeurs, et épanouissante, bah là aussi, il faut qu'elle respecte mes valeurs, faut qu'elle respecte ma vision du monde, etc. Et le gros sujet, il est là en fait. Le gros enjeu, il est vraiment dans cette articulation. Et ce que beaucoup de femmes entrepreneurs, particulièrement du monde équestre et du monde du vivant, m'ont rapporté tout au long de ces années, c'est que, eh bien, les approches qui leur étaient proposées, les manières d'aborder ce sujet-là qui leur étaient proposées, ne leur correspondaient pas du tout historiquement, parce que, bah, en gros, on leur disait de manière hyper froide, soit par leurs comptables, soit par voilà, des consultants, etc., qui leur disaient ah mais tes vieux chevaux, de toute façon, ils sont improductifs, faut les vendre, mais de manière brutale, violente. Sans explication, sans que ça fasse sens, sans que ça soit inscrit dans une vraie vision, dans une vraie perspective, dans un vrai respect du vivant. Bref, ça c'est un petit exemple, mais beaucoup de choses autour de ça. Et donc, le sujet, c'est vraiment cette voie, en fait, de je veux exercer mon activité métier, mon activité passion, d'une manière qui fait sens, qui est cohérente avec qui je suis, avec mes valeurs hautes, avec ma vision du monde et avec mes besoins profonds, en fait, parce que nos valeurs hautes, c'est une manière de répondre à nos besoins profonds. Et à la fois, je l'interface avec le monde dans lequel je vis, la société, ses règles, ses fonctionnements, ses éléments incontournables, avec les règles de fonctionnement d'une entreprise, parce qu'à un moment, bah voilà, il y a des règles, il y a des principes, et comment je trouve mon chemin, comment je trouve ma voie dans tout ça, en tant que femme entrepreneur, en tant que femme dirigeante d'entreprise, en tant que femme leader. Donc ça, c'est vraiment le sujet et c'est possible. C'est déjà le message que je veux envoyer aujourd'hui. Ça fait 10 ans dans Dreamwild qu'on accompagne ça. Et là, comme je disais, on est à une étape, j'ai un peu communiqué dessus, on a communiqué dessus sur voilà, fin 2025 et ce début d'année 2026. Aujourd'hui, on accompagne au-delà du monde équestre, on accompagne vraiment les femmes entrepreneurs du monde du vivant. Et j'en profite du coup pour vous partager qu'on organise un événement spécial en lien avec ce sujet-là qui s'appelle la semaine des femmes entrepreneurs du vivant, deuxième édition. Et ça va être une semaine en ligne sur le thème faire vivre sa passion sans s'y épuiser. 5 jours pour transformer votre métier passion en une entreprise viable, structurée et alignée, sans renier vos valeurs ni le vivant que vous servez. La vocation de ces 5 jours, donc c'est complètement gratuit, c'est complètement en ligne. Dedans, eh bien, pendant ces 5 jours, notre intention de cet événement dans Dreamwild, c'est de rassembler les femmes entrepreneurs du vivant, quelles que soient leurs activités, qu'elles soient en lien avec l'humain, l'animal, la nature, quel que soit leur stade entrepreneurial, qu'elles soient en train de réfléchir, en tout cas d'avoir un projet qu'elles veulent mettre en œuvre, mais qu'elles sont au début, qu'elles n'ont pas encore forcément lancé, qu'elles cherchent à lancer, ou qu'elles aient peu d'historique d'expérience entrepreneuriale, ou jusqu'à longtemps, voire très longtemps, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans hein, d'expérience entrepreneuriale, quel que soit votre stade entrepreneurial, quel que soit le nombre d'entreprises que vous ayez déjà développées ou pas, eh bien voilà, cette semaine s'adresse à toutes les femmes entrepreneurs du vivant et on va vraiment aborder particulièrement ce sujet de l'articulation entre sa casquette métier et ce que j'appelle sa casquette entrepreneuriale, avec les différents stades aussi de maturité dans la casquette entrepreneuriale, parce qu'il y a le stade d'entrepreneur, puis il y a le stade de dirigeante, puis il y a le stade de leader, puis il y a le stade d'investisseuse. Et on va aborder tous les stades, enfin en tout cas on va aborder des éléments qui servent et qui vont nourrir tous les stades de connaissances, de compétences, de conscience par rapport à tout ça. Donc pendant cette semaine, vous allez avoir accès à des ateliers avec des contenus, de la théorie, mais aussi des exercices, des outils qu'on va vous proposer pendant ces 5 jours. Donc c'est du lundi 19 janvier au vendredi 23 janvier 2026. Ce sera presque tous les soirs à 20h30. Le lundi, mardi, mercredi et vendredi, ce sera à 20h30. Et par contre, le jeudi, ce sera à midi. C'est des ateliers qui durent à peu près 2 heures. Et le mercredi soir particulièrement, on aura un temps de... Voilà, ce sera un atelier, mais ce sera vraiment un temps de partage, de témoignages, de cas d'études avec des femmes entrepreneurs du vivant qui vont venir témoigner de leur parcours, de leur chemin, des solutions qu'elles ont trouvées, de ce qu'elles ont mis en place, des résultats qu'elles ont eus, des évolutions, des transformations, de combien ça a changé leur vie, celle de leurs animaux pour celles qu'en ont, ou en tout cas celle de leur entreprise, celle de leurs proches aussi. Voilà, donc ça va être le mercredi soir, mais tous les jours, chaque jour, on va aborder des thématiques. Vous retrouverez tous les éléments détaillés sur cet événement dans le lien qui doit être sous le podcast, enfin quelque part autour du podcast, pour vous inscrire à la semaine des femmes entrepreneurs du vivant. Encore une fois, on va aborder ce sujet de faire vivre sa passion sans s'y épuiser. Et voilà, comment je fais pour avoir une entreprise en lien avec le vivant qui est viable, pérenne et épanouissante dans la durée. Et dans le respect de qui je suis.
Voilà ce que je voulais aborder dans cet épisode de podcast. En synthèse, le thème de ce podcast, c'était le principal problème des métiers passion et comment le solutionner. On a vu les avantages des métiers passion et ils sont énormes. En tout cas, moi, je suis convaincue que une vie qui a du sens, c'est une vie qui est vraiment connectée à qui on est et à ce qui fait sens pour nous. Voilà, vraiment. Et une vie heureuse, c'est ça pour moi. Donc, il y a énormément d'avantages, mais il y a aussi des grosses problématiques qui viennent avec ça et des problématiques tout particulièrement pour les femmes qui exercent en lien avec le vivant autour de ce sujet de l'exploitation des ressources. Et la ressource, c'est soi-même aussi, hein, parce qu'on exploite les ressources, les animaux, la nature, etc. Mais en tant qu'entrepreneur, on est aussi une ressource dans son entreprise sur la partie, justement, la casquette métier, la casquette expertise. Quand on produit une séance, une session, voilà, quand on produit une intervention, quelle qu'elle soit, de quelque ordre qu'elle soit, eh bien, nous sommes une ressource pour notre entreprise. Et donc, il y a un sujet aussi autour de cette exploitation, du respect de cette ressource, de ses besoins, etc. Bref. Et du coup, on a vu que la solution, eh bien, la principale, la prioritaire solution dont nous, on a l'expérience dans Dreamwild et qu'on le voit année après année après année, eh bien, c'est que les femmes prennent conscience, connaissance, compétence et expérience dans cette casquette métier, dans cette casquette d'entrepreneur, de dirigeante, de leader et ensuite d'investisseuse pour pouvoir développer et faire s'épanouir leurs activités, passions et donc elles-mêmes dans leur vie. Voilà, merci à vous d'avoir passé ce moment avec moi au cœur de Croissance Intégrale. Si cet épisode vous a inspiré, eh bien, je vous invite à le partager autour de vous et lui offrir 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. On est un peu sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, etc., etc., Apple Podcast et les autres. En faisant ça, vous soutiendrez toute l'équipe de Dreamwild qui œuvre au quotidien pour vous proposer ce podcast. Et vous permettrez également à d'autres magnifiques femmes entrepreneurs du vivant de découvrir les clés pour faire grandir leurs rêves, leurs entreprises et s'épanouir dans leur vie. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode pour continuer à grandir pas à pas en tant que femme entrepreneur et leader au service d'un monde meilleur. D'ici là, restons en lien et poursuivons ensemble notre croissance intégrale. Je vous embrasse. Ciao, ciao.